Une création Magellan. Я покидаю свой пост. Тревога. Мы знаем. Les complots du Kremlin, avec Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir Fedorovski, Bonjour Théophile. ancien diplomate russe, écrivain édité dans le monde entier et témoin privilégié des jeux de pouvoir au Kremlin ces dernières décennies. Dans ce nouvel épisode, Vladimir retourne sur une décennie justement qui va être cruciale dans l'histoire de la Russie, les années 1990, qui vont faire émerger un personnage phare, Vladimir Poutine. Vous avez si bien dit. Toute la situation d'aujourd'hui vient de cette période. J'aurais dit que la crise actuelle vient de cette période post-communiste. Tout d'abord, l'évolution de la Russie. Je vous ai dit que Eltsine, c'était un personnage à part. Il avait un flair assez extraordinaire, notamment pendant l'affaire de putsch de Moscou. Oui, Boris Eltsine. Et puis, il n'était pas fait pour gérer les affaires du pays. On dit souvent qu'il était ivrogne. C'est une légèreté de le dire, ça. C'était un cas beaucoup plus grave, à mon sens. C'était un grand alcoolique, ouais. Vous comprenez? Il était dépressif. Les gens ne savent pas, il était suicidaire et il a délégué le pouvoir. À l'époque, à sa place, il y avait une sorte de clique, ça s'appelait la famille, qui dirigeait le pays. Donc Eltsine n'était pas vraiment aux manettes. Mais au-delà de ça, il y avait 5-6 personnes, les gens disent 7 boyards qui ont partagé le gâteau. Les boyards, c'est le nom qu'on donnait aux seigneurs en Russie dans le temps. En gros, les oligarques. Exactement. Vous savez, la situation d'Eltsine, je me souviens le jour de la fin du communisme, quand nous avons bu ensemble 2 bouteilles de vodka chacun, je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Et il m'a dit « Je vais les nommer milliardaires. » Je vais les nommer milliardaires, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que je vais donner la possibilité de diriger le pays à l'ancienne nomenclature. Je vais leur donner la possibilité de s'enrichir. Aux oligarques déjà en place. Et au fait, ça a créé une situation absolument aberrante pour les Russes. Et je vous dis que la crise actuelle est absolument liée avec l'évolution. Le phénomène Poutine, c'est le phénomène de l'évolution de la société russe. À tel point que je dis souvent que s'il n'y avait pas de Poutine, il y aurait un autre de ce profil qui serait arrivé. Ouais, si ça n'avait pas été Vladimir Poutine, en gros, ça aurait été un autre. Je veux dire que, vous savez, 5, même 3% de la population, ils ont partagé le gâteau. Ils ont contrôlé tout de suite 60% de richesse du pays. Et parfois de richesse, d'ailleurs, dans le cas de gaz, de richesse mondiale. Hier, vous êtes ministre de gaz, demain, vous êtes l'homme le plus riche de la planète. Pourquoi? Parce que vous avez l'accès au pouvoir. C'est tout. Il y avait la corruption, c'était même pas sans précédent, parce que la corruption dans d'autres pays voisins, c'était aussi assez important, mais quand même, les richesses du pays, ils ont été énormes. Il ne faut pas se leurrer. Mais dans quel contexte? Je vais vous citer quelques chiffres pour que vous compreniez. Il y a 2500% d'inflation en 92. 2500%. 50% de la population frôlait le seuil de la pauvreté. Et ça a donné une impression que la fin du communisme, ce n'était pas notre élan de la liberté, comme on a décrit dans nos chroniques précédentes, mais simplement c'était un complot contre la Russie. Contre le peuple russe. Entre parenthèses, complètement affamé à l'époque. Il y a un grand dissident que j'ai connu à Paris, qui est un philosophe, après il est rentré d'ailleurs en Russie, Zinoviev. Il a dit l'Occident, il a visé le communisme, il a tué la Russie. Pourquoi? Parce que la sortie des capitaux, d'ailleurs ça a sauvé à l'époque en partie l'Occident de la crise, parce que il faut dire la sortie des capitaux à l'époque, c'était les sorties absolument faramineuses. 120 milliards de dollars sortaient illégalement de la Russie avec la complicité des banques occidentales.
Et puis, il y avait d'autres aspects là-dedans. Il faut l'aspect international. Vous comprenez cette image que vous connaissez par cœur quand Eltsine il se présente à côté de Clinton, et Clinton est hilar, il ne peut pas même s'empêcher de rigoler quand il voit ce pitre devant lui, il rigole, ça restait comme l'image emblématique de la Russie de l'époque. Ouais, c'est une séquence qui date de 1995. Vous savez, à mon époque, Eltsine, il était 80% d'avis favorables quand j'étais porte-parole des antiputschistes. Ouais. Il a terminé, vous ne pouvez pas imaginer les chiffres réels, 2% d'avis favorables. En 10 ans. En disant, quand mes amis occidentaux sont tristes à propos de la baisse des sondages, j'ai dit de tromper, vous avez encore de la marge. Toutes ces choses-là, ça a donné ce sentiment de frustration de la société russe, à tel point qu'il y avait une réaction de l'élite qui a proposé plusieurs solutions alternatives. Eltsine était affolé. Il cherchait vous savez, en 99, Eltsine, il était déjà légume. Je vous dis, il ne savait pas quoi faire, il a changé 5 fois en Premier ministre. Vous savez, cette guerre pitoyable en Tchétchénie était une sorte d'échappatoire pour trouver le moyen de renouer avec l'opinion publique, soi-disant la guerre victorieuse, pour faire remonter les sondages. Et quel rôle jouait Vladimir Poutine à cette époque? Eltsine, tout légume qu'il est, mais vous savez, intellectuellement inférieur qu'il est, c'était un intrigant de tout premier ordre. Il a testé son entourage. À l'époque, il a testé un premier ministre complètement occulté. Mais il était trop loyal à ses adversaires et il voulait le faire sauter. Il se souvenait d'un obscur homme des services secrets qui était Poutine. Il l'a testé d'une manière extraordinaire. Je vais vous dire, qu'est-ce qui a déterminé le choix de Poutine? Le choix de Poutine par Eltsine. À l'époque, il y avait le procureur général, et compte tenu que la baisse de popularité d'Eltsine, il a commencé à attaquer directement la corruption de l'entourage de la famille d'Eltsine. Le procureur devient donc l'ennemi d'Eltsine, j'imagine. Le procureur s'appelait Skouratov, et comment faire? Il discute avec les gens de sécurité. Il y a le secrétaire à l'époque du Conseil de sécurité qui était Poutine, qui était là. Il a dit, je vous règle ça en 5 minutes. Poutine dit ça à Eltsine. Tout à fait. Comment? On fait confiance. Et il a fait filmer le procureur en compagnie de filles pendant une sorte de partouze. Il a présenté, comme d'habitude, la séquence à la meilleure heure d'écoute à la télévision. Et le procureur était foutu. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour Eltsine, qui était un rustre, un homme très primitif. Il a dit c'est la meilleure preuve que ça. Mais vous savez, Poutine, franchement, il était choisi pas pour ça. Il était choisi pour sa faiblesse. Vous vous souvenez, on a parlé de Brejnev. Le plus faible doit être choisi pour sa faiblesse supposée. Oui. Mais la magie du complot de Kremlin, c'est que dès que vous détenez le pouvoir, dès que vous devenez le tsar, dans ce cas-là, vous pouvez changer la donne. Et Poutine, il était choisi comme le plus faible. Poutine était considéré comme le plus faible par Eltsine. Le plus faible qui sera manipulable et manipulé. Mais Poutine, c'est un... Je me souviens, j'ai rencontré Poutine plusieurs fois. Je me souviens au palais de Saint-Pétersbourg. Il était secrétaire à l'époque du maire de Saint-Pétersbourg. Je me souviens de personnages absolument ternes. Béni, oui, oui, béni, oui, oui. Et Sobchak m'a dit, trompe-toi, c'est un jeu. Le maire de Saint-Pétersbourg, à l'époque, vous avez mis en garde à propos de Poutine. Exactement. Finalement, il était nommé Premier ministre. Premier ministre, c'est le mois d'août 99. Vladimir Poutine est nommé un Premier ministre. Il y avait... Début 99. Il y avait une grande astuce de l'opinion publique pour que vous compreniez comment il s'est imposé. Tout d'abord, il y avait à l'époque les explosions, les actes terroristes gigantesques à Moscou. Toute proportion gardée, c'était comparable avec le 11 septembre parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été tués. Il y avait à Moscou et puis dans deux autres villes à côté qui ont explosé. On attribuait ça aux terroristes tchétchènes et ça a beaucoup marqué le pays. Le pays était dans une sorte de désarroi.
à l'époque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça, c'était une manipulation assez extraordinaire qui s'est passée le lendemain de la nomination de Poutine au mois d'août 1999 au poste de Premier ministre. Il est nommé et tout de suite commence la deuxième guerre en Tchétchénie. Mais deuxième guerre en Tchétchénie, c'est une guerre assez bizarre parce que c'est une guerre où il y avait le piège. Les terroristes là-bas, qui sont liés avec le terrorisme arabe, ont été amenés à intervenir dans une république voisine assez marquée par l'islamisme. Ça s'appelle Daghestan. Ils sont entrés dans le Daghestan. Le Daghestan. Daghestan. Et je vous signale qu'à Daghestan, tout était préparé. Ils ont été piégés là-bas. Ils ont été pris. Par qui a été organisé ce piège? Par Poutine. À l'époque, il était lié avec les services secrets, mais il était déjà Premier ministre. Ce truc-là, c'est un piège qui était très pointu. Pourquoi organiser ce piège? Pour détruire le fer de lance de la Tchétchénie indépendante. C'est comme ça que la deuxième guerre en Tchétchénie a commencé. Et c'est une guerre qui était impitoyable mais victorieuse. Poutine, il s'impose sur ça, mais il s'impose dans la réalité avec une phrase. Je vais vous dire, toujours la télé. Poutine, c'est un grand acteur aussi. Poutine, il fait le truc suivant. C'est un truc assez étonnant. Vous imaginez bien Eltsine complètement légume, avec délabré, qui n'arrive pas à articuler, une honte pour les Russes. À côté de lui, un jeune Premier ministre, je me souviens, c'était un t-shirt Lacoste rose. À l'époque, il a, vous savez, 44 ans, rien. En plus sportif, etc. L'autre, il n'arrive pas à articuler. Poutine presque arrache le micro. Il a dit, je vais zigouiller les terroristes tchétchènes jusqu'aux chiottes. Pour vous, c'est une phrase qui est une traduction exacte, ne dit pas grand-chose. Pour les Russes, ça dit beaucoup de choses. C'était dit, tout d'abord, dans l'argot de la pègre. Et le pays était criminalisé. D'autre part, cette image, le toile de fond, le mec complètement diminué, et en face de lui, quelqu'un qui est extraordinairement vigoureux. Vous savez, il a eu 30% dans les sondages de plus. Après cette phrase. Après cette phrase, après les événements, ils vont se développer d'une manière vertigineuse. Il y a la hausse de la popularité de Poutine. Eltsine, il prend une décision assez astucieuse pour démissionner la veille du jour de l'an de 1999. Pourquoi Eltsine démissionne? Parce que finalement, il voulait brusquer les règles de jeu. Et tant que Poutine est populaire comme son successeur, il pensait que Poutine sera à sa botte. Il faut opposer Poutine. Et c'est une astuce qui a parfaitement réussi. Parce que Poutine a été élu en mars 2000 comme un personnage absolument incontestable en écrasant tous ses adversaires. Tout s'est éclipsé parce qu'il y avait cette guerre en Tchétchénie victorieuse, B, parce qu'il s'est imposé comme un personnage absolument vigoureux, et C, parce que derrière lui, à l'époque, il y avait une sorte de réunion des forces tout à fait hétéroclites. La première lieu, le KGB. Deuxième lieu, l'armée, avec la guerre en Tchétchénie, il le soutenait à fond. Et puis, il était choisi en réalité par les oligarques de l'entourage d'Eltsine comme le plus faible. Les oligarques, ils pensaient qu'il est maniable, qu'il sera à leur botte, et ils ont fait élire d'une manière absolument incontestable en mars 2000. Ouais, Poutine a donc une ascension absolument fulgurante. Donc, Vladimir, si on résume cette ascension et cette période, si on refait la chronologie. Si on fait la chronologie vraiment avec les périodes exactes, c'est l'évolution de la société russe au début des années 91. C'est les clivages dans la société, c'est le désastre économique, c'est la diminution du rôle du pays sur le plan international. Après, c'est le désastre de clan d'Eltsine. Poutine, il était choisi comme le dernier choix pour la succession d'Eltsine qui devenait urgente. Poutine rejoint l'administration d'Eltsine après son poste d'adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. Exactement. Poutine arrive dans l'administration d'Eltsine en 96.
1996, il est subalterne dans l'administration d'Eltsine. Il s'occupe de la gestion de la propriété russe à l'étranger. Et après, il monte dans le contexte de la guerre en Tchétchénie, en grade. Il devient, d'une manière très courte, chef de service secret. Il devient aussi, après, secrétaire, c'est un poste assez important, secrétaire de Conseil de sécurité. Et à partir du poste de secrétaire de sécurité, il devient, après, Premier ministre absolument inattendu. Ouais, en gagnant la confiance d'Eltsine, effectivement, qui va démissionner peu de temps après. Exactement. Il est élu en mars 2000 au premier tour de scrutin grâce à ses astuces de la manipulation de l'opinion publique qu'il a assez bien réussi. Les dés en sont jetés. Et ainsi accède au pouvoir Vladimir Poutine. Une création Magellan. Я покидаю свой пост. Тревога. Мы знаем. Les complots du Kremlin. Avec Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour Théophile. Vous avez été diplomate russe avant de devenir écrivain à succès et surtout témoin privilégié du pouvoir politique au Kremlin ces dernières décennies. Dans ce nouvel épisode, Vladimir focus sur ce personnage phare de l'histoire de la Russie et de l'histoire du monde. Personnalité incontournable, omniprésente dans l'actualité. Vladimir Poutine, bien sûr. Une personnalité complexe, à plusieurs visages. C'est vrai, plusieurs visages, vous n'avez pas si bien dit. Pour ma part, je considère au moins qu'il y a 5 visages de Poutine ou 5 clés pour les comprendre. La première clé est liée avec sa jeunesse. Quand j'ai préparé nos chroniques, j'ai vu le plus grand mafieux de l'époque, de son enfance à Saint-Pétersbourg. Il m'a expliqué que Poutine, il était formé par la pègre. Par la mafia. Avec les règles très strictes, si vous voulez comprendre la crise actuelle, vous devez remonter à sa jeunesse. Dans sa jeunesse, il était un enfant quasi abandonné dans un quartier défavorisé de Saint-Pétersbourg. C'était un enfant de la rue, formé par la rue, formé par la pègre, avec les règles très strictes que je vais vous citer et vous pouvez les transposer à la crise actuelle pour le comprendre. Allez jusqu'au bout. Ne reculez jamais. Allez jusqu'au bout si la bataille est inévitable. Il faut attaquer le premier. Transposez ça à la crise actuelle, vous allez le comprendre. Ouais, c'est plutôt inquiétant. Après, il y a une deuxième clé que je voudrais vous signaler, c'est la clé qui est liée avec le sport. Poutine, jusqu'à l'heure actuelle, c'est un sportif absolument vétéré. Vous savez, si je voulais reconstituer sa journée, vous serez étonné. Il se réveille à 8 heures. Après, il fait 1h30 de sport très poussé. Après, une demi-heure avec sa copine, qui est aussi gymnaste, une sportive. Et après, il part au Kremlin, il revient pratiquement à 3 heures du matin. C'est ça la journée de Poutine, déterminée par le sport. Il était sauvé par le sport. Il m'a dit une fois qu'il aurait dû terminer sa vie en prison comme un droit commun. Comme un prisonnier de droit commun. Parce qu'il était abandonné dans la rue, il était sauvé à 13 ans. Et j'ai vu son coach, son entraîneur, qui a pris par la main. Parce qu'il a vu un garçon qui se battait contre 3 adversaires, complètement ensanglanté, très motivé et très volontaire. Son entraîneur l'a pris sous son aile. Et finalement, le sport l'a sauvé, il est devenu un excellent judoka. Et souvent on dit que c'est un joueur d'échecs. En réalité, c'est plus judoka sur le plan géopolitique. Il essaye de bousculer l'adversaire avec la force de l'adversaire. Avec la force de l'adversaire, d'accord. Et ça, c'est la deuxième clé pour comprendre Poutine.
Troisième clé est liée avec ce qu'on a déjà raconté en partie avec sa formation du KGB. Vous avez vu comment il est arrivé avec les astuces, disons, manipulation médiatique propre au service secret, au pouvoir, avec quelques phrases qu'on a citées. Et je dois vous dire que dès son enfance, il a eu une sorte de rêve pour devenir un espion chevronné. Il se prenait pour, je le cite, pour un James Bond russe. En partie, il a réussi parce qu'il a frappé pendant son enfance à la porte du KGB. On l'a envoyé promener en disant qu'il doit aller surtout à la faculté de droit de Saint-Pétersbourg et après revenir au KGB. Il est allé à la faculté de droit, il est revenu au KGB et finalement, il a pu intégrer. Mais il n'est pas devenu James Bond. Il n'est pas devenu James Bond, mais comme vous nous le disiez, il a appris énormément en matière de manipulation. Et c'est grâce à ça notamment qu'il va accéder au pouvoir. Moi, je pense qu'il gère la crise actuelle comme un espion. Il gère comme un homme des services secrets la crise actuelle. Et c'est sa force et ça sa faiblesse. L'homme de renseignement, il doit tirer des leçons de ses propres échecs. Il doit avoir une distance envers lui. Mais en même temps, le côté stratégique d'un homme d'État, c'est peut-être quelque chose qui lui échappe par sa formation de l'homme de service secret et peut-être par le fait que son itinéraire au service secret, c'est secondaire. Il n'a pas réussi à devenir un espion mythique. Il était un espion de second plan en liaison avec la Stasi. Il était basé en Allemagne de l'Est à Dresde, mais pas plus que ça. Donc ce que vous voulez dire, c'est que Vladimir Poutine est plutôt, de par sa formation, un homme de renseignement, un homme du KGB, plutôt qu'un homme d'État. Et c'est peut-être d'ailleurs son point faible en tant que chef d'État. Exactement. Et finalement, ça c'est vraiment, troisième élément est assez important. Quatrième élément, quand je l'ai connu, et peut-être c'est la meilleure période de Poutine parce qu'il était par hasard choisi par le maire de Leningrad, de Saint-Pétersbourg de l'époque, Sobchak. Il a pris consciemment un officier du KGB. Poutine était dans le placard après la disparition de la RDA. Il était sans travail pratiquement. Il l'a pris comme d'abord secrétaire, mais Poutine, il a une sorte de particularité. Il gérait la ville d'une manière assez bizarre parce qu'il travaillait avec tout le monde. Avec les hommes d'affaires, avec la mafia, avec les anciens des services secrets, avec tout le monde, il travaillait, il trouvait une sorte d'équilibre et ça a duré jusqu'à 96. 96, quand mon ami Sobchak il a perdu, et après il a perdu sa vie dans les circonstances assez troublantes, mais en attendant, il a perdu son poste et Poutine, par hasard, on l'a repêché dans le poste absolument subalterne dans l'administration d'Eltsine. Dans l'administration d'Eltsine. Et puis là-bas, on a raconté cette année fatidique quand il s'impose, 1999. Il s'impose assez rapidement et il devient, et ça c'est Poutine qui nous intéresse le plus, c'est Poutine le tsar. Bien sûr. Poutine le tsar, à partir de mars 2000, qui manœuvre, je vous ai raconté, Saint-Pétersbourg, il gère ça avec tout le monde. Il a essayé une sorte de position médiane. J'ai failli dire centriste, mais médiane, disons, parce qu'il voulait sauvegarder les rapports avec les oligarques et en même temps avec les services secrets. Cela dit, ce qu'il a fait, il a fait une performance assez rapidement. Quelques mois après son élection, il a réuni tous les gens qui l'ont choisi pour sa faiblesse supposée. Vous avez vu cette table énorme, ça s'appelle table Macron. Quand ils ont discuté avec Macron, autour de cette table, il a réuni 20 personnes. 20 personnes, et il a tenu, j'ai fait une enquête à propos de ça, il a tenu le discours suivant. Je sais comment vous avez créé vos capitaux. Vous avez volé la Russie comme jamais, d'une manière absolument éhontée. Mais je ne vais pas vous attaquer sur vos capitaux, parce que si je le fais, la guerre civile est inévitable. Et dans ce cas-là, La guerre civile. la guerre civile est inévitable. Sa phrase exacte. Poutine s'adresse à la poignée d'oligarques qui sont devenus milliardaires pendant l'ère de Boris Eltsine.
Exactement. La guerre civile est inévitable et je ne voudrais pas refaire la révolution d'octobre, la guerre civile. Je voudrais éviter ça, mais si vous essayez seulement d'entrer dans mon bureau en ouvrant la porte avec le pied comme vous avez fait sous Helsinki, c'est-à-dire si vous essayez de vous imposer, de me tenir comme vous avez tenu Helsinki, dans ce cas-là, je le cite, vous êtes les hommes morts. Après, il y avait un long silence. Il a rajouté au sens figuré du terme. Bref, Poutine s'est imposé comme ça. Mais en même temps, même dans cette période, il y a plusieurs Poutines. Parce qu'au début, il ne faut pas se leurrer. Poutine, il voulait jouer le jeu occidental. L'idée était basée sur la complémentarité entre l'Europe, l'Occident et la Russie. J'ai souvent parlé avec Chirac. Il me disait que Poutine propose l'Europe triangulaire. La France avec l'affinité civilisationnelle, l'Allemagne avec la technologie, et en échange le gaz et le pétrole, et la Russie. Là-dedans, il y a deux éléments internationaux à prendre en compte. La Yougoslavie, qui pour l'Europe n'est pas un grand traumatisme, mais pour les Russes, c'est un très grand traumatisme. La guerre en Yougoslavie. Qui était considérée par les Russes comme une sorte d'opération directe orientée contre la Russie. Et puis l'élargissement de l'OTAN. Pour Poutine, c'était la preuve du fait que l'Occident ne veut pas créer ce symbiose. Ouais, cette symbiose avec la Russie. Il y a une date tout à fait concrète, c'est 2007. Il prononce un discours à Munich où il dit que nous n'avons pas de possibilité de céder plus. Parce qu'autrement, l'existence de la Russie est en jeu. Il y a aussi une sorte de baraka qui lui a monté dans la tête. Je ne vous cache pas. C'est une baraka qui est liée avec le fait que les prix de pétrole ont flambé. Parce que vous savez que par rapport à l'époque de Gorbatchev et même de l'époque d'Eltsine, les prix de pétrole, ils ont augmenté 10 fois sous Poutine. Et cette baraka, il a permis parallèlement de faire augmenter le bien-être des Russes. Soyons très clairs, ils ont volé énormément, mais ils ont quand même partagé le gâteau aussi. Et les Russes, ils ont commencé à vivre beaucoup mieux. Les Russes aujourd'hui, encore, ils vivent 10 fois mieux. Vous voyez, il a utilisé la manne pétrolière pour faire aussi transformer l'outil militaire. L'Occident ne l'a pas vu. Aujourd'hui, dans droit aux 4 domaines, il est supérieur de loin, notamment des armes supersoniques, et supérieur aux États-Unis. Ce retard, il sera rattrapé, mais temporairement, ils sont dans le cas. Et ça, c'est le sentiment qui a engendré la posture de Poutine pendant cette crise-là. Pendant la crise actuelle. Vous comprenez? C'est le sentiment qu'ils ont temporairement, une certaine supériorité, et puis le fait qu'on ne peut plus reculer. Si on recule, c'est l'existence de la Russie est en jeu. La première étape dans cela était évidemment la Crimée. C'est 2014. 2014, Poutine, historiquement, ce n'était pas du tout la prise de Crimée, c'était une des options, mais pas du tout la stratégie immédiate de Poutine. Mais le fait qu'il y avait le changement du pouvoir en Ukraine, ça a brusqué les choses et finalement, ça a beaucoup contribué à cette décision de prendre la Crimée. Dans le même ordre, il y a cette décision de commencer la guerre en Ukraine le 24 février 2022, mais ça, on va en parler la prochaine fois. Très clair, merci Vladimir. Donc si on résume les 5 visages de Poutine. Les 5 visages de Poutine sont simples et clairs. Tout d'abord, son enfance et adolescence déterminée par son éducation par la pègre et puis sauvée par le sport quand il est devenu l'excellent judoka. Deuxième Poutine, c'est la période de sa formation au KGB. La formation de KGB avec son pragmatisme et avec en même temps
cette formation très rude héritée de l'Union soviétique. Troisième, Poutine, c'est l'homme de Saint-Pétersbourg, un gestionnaire. Un gestionnaire qui s'arrange avec tout le monde, ouais. Quatrième, Poutine, c'est la magouille de la période d'Eltsine. Poutine, le manipulateur. Et cinquième, Poutine, le tsar. Poutine, le tsar, bien sûr. Quand il était choisi comme une marionnette, il est devenu marionnettiste. Les 5 visages de Vladimir Poutine. Et ainsi est apparu le tsar Poutine qui détermine aujourd'hui la crise actuelle. Mieux comprendre la crise actuelle au regard des différents visages de Vladimir Poutine. Merci, Vladimir Fedorovski. Une création Magellan. Я покидаю свой пост с тревогой. Мы знаем. Les complots du Kremlin. Avec Vladimir Fedorovski. Bonjour, Vladimir Fedorovski. Bonjour Théophile. Ancien diplomate russe, désormais écrivain à succès, et témoin privilégié ces dernières décennies des jeux de pouvoir au Kremlin. Au programme de ce dernier épisode, Vladimir, le conflit actuel. Depuis le 24 février 2022 et le début de l'offensive russe en Ukraine, la guerre s'est de nouveau installée aux portes de l'Europe. Une question est désormais en suspens. Jusqu'à quand ? Pour ma part, je considère aujourd'hui qu'on vit un des moments les plus dangereux, sinon le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. C'est lié avec plusieurs problèmes qui sont pires que la guerre froide. Pendant la guerre froide, tout d'abord, il y avait des accords. J'étais diplomate pendant la période de la guerre froide. Il y avait une vingtaine d'accords qui existaient. Aucun n'existe plus. Peut-être il y a l'accord dans le domaine des armes stratégiques qui vivote, Ouais. mais ce n'est pas certain que ça survit. Ouais, le traité de limitation des armes stratégiques passé pour la première fois entre les États-Unis et l'URSS dans les années 70. Deuxième point, qu'il y avait la distinction entre la politique réelle et la propagande. Aujourd'hui, il y a un mélange de genres. La propagande triomphe sur la politique réelle. En bref, les gens mentent et croient à leurs mensonges. À cela rajoute une grande approximation dans l'analyse. L'approximation de l'analyse, commençons par Poutine. Quand il a annoncé cette guerre le 24 février 2022, il reconnaît qu'il a commis des erreurs capitales d'analyse, approximation de l'analyse. C'est-à-dire ? Il était persuadé que la faiblesse occidentale, notamment après le départ des Américains d'Afghanistan, va lui permettre d'évaluer, de mener une opération Blitzkrieg dans le style d'Hitler de 1941. En 3 jours, l'affaire de l'Ukraine sera pliée. C'était sa conviction au tout début de l'offensive. Il a commencé une opération assez gigantesque sur un front très étendu. Et il faut dire la résistance des Ukrainiens d'une part et la réaction sous-estimée de Poutine de l'Occident n'a pas permis de faire ça. Bref, ça a donné la situation où Poutine a complètement raté son pari. Sans parler qu'il y avait les manipulations très pointues. On a miroité l'allégeance des services secrets et des militaires ukrainiens, s'il vous plaît. Du côté russe, rien de tel s'est passé, à tel point que les moindres détails de plans russes ont été connus, notamment l'arrivée des para-russes à l'aéroport près de Kiev. C'était connu, les Américains disent que c'était une taupe au Kremlin. Je pense que plutôt ils ont su vraiment pénétrer dans le code le plus secret de l'armée russe, mais en tout cas, ils ont connu ces plans dans le détail.
Deuxième aspect, je vous ai parlé de l'approximation. Cette fois-ci, nous sommes obligés de dire approximation occidentale. Il suffit de se souvenir d'une parole d'un ministre français qui a dit « on va mettre la Russie à genoux ». Il y a... Ouais, Bruno Le Maire qui avait dit ça, effectivement. Exactement. Beaucoup de déclarations dans le sens que la Russie économiquement va s'écrouler suite aux sanctions occidentales. Rien de tel se passait. Le rouble, vous savez bien qu'il s'est renforcé. Les Russes, ils ont gagné avec les sanctions au moins 80% de plus d'argent avec les hydrocarbures. Et puis, ils ont su diversifier, réorienter leurs hydrocarbures vers la Chine, l'Inde, la Turquie. Et tout le monde sait que 85% des pays ne soutiennent pas les sanctions. C'était aussi approximation de l'analyse. Il y a une approximation analyse puisqu'on parle des complots. Ouais. Et une partie des services occidentaux ont été persuadés qu'il y aura une sorte de complot immédiat de Poutine contre lui, qu'il va mourir très bientôt. On a parlé de la maladie de Poutine sans aucune espèce de preuve. Et finalement, le chef de la CIA a fait la déclaration « Calmez-vous, ça ne vaut pas la peine d'en parler puisqu'il est assez bon santé ». Mais il ne faut pas oublier que les Russes, ils ont beaucoup souffert de la Deuxième Guerre mondiale. 27 millions de Russes, il y a une inversion vers la guerre, ils ont été sidérés. Et après, les gens ici n'ont pas remarqué, mais les choses secondaires pour l'Occident, ils ont joué un rôle absolument essentiel pour les Russes. Par exemple, il y avait des tentatives d'interdire Dostoïevski en Italie, vous avez vu ça. Ou bien Tchaïkovski, etc., pour rebaptiser les écoles ou les collèges de Solzhenitsyn. Tout ça, ça a beaucoup choqué les Russes à tel point qu'ils ont, surtout, il y a même une phrase qui a été dite une fois par le ancien président polonais, Wałęsa, qui a dit que notre but, c'est de diminuer la population russe à 200 millions et de scinder la Russie en 5. Ouais, le peuple russe se sent agressé, il a l'impression qu'il y a une sorte de Russie-bashing de la part de l'Occident. Exactement. Qu'à tel point que les Russes, aujourd'hui, ils considèrent que ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre de l'Occident pour la destruction de la Russie. Et ça a donné une chose absolument inattendue pour l'Occident. Jusqu'à l'heure actuelle, 80% des Russes continuent à soutenir Poutine. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment Poutine, parce qu'ils pensent qu'il s'agit de l'existence de la Russie. Ça a donné cette situation d'aujourd'hui qui est une situation où le destin de Poutine, évidemment, se joue. Pour ma part, je considère qu'il y a, disons, 3 scénarios probables dans cette situation. Ouais, face à cette guerre en Ukraine. Exactement. Le premier scénario, qui est beaucoup propagé par les médias occidentaux, que l'Ukraine va gagner la guerre au printemps. Ils ont dit au mois d'août dernier, mais enfin, après ça décale pour un nouvel an, mais maintenant c'est au printemps. Qu'il y aura une offensive décisive contre la Crimée avec l'arrivée des armes nouvelles de l'Occident et après la percée de l'Occident. Quand on parle, moi je suis d'origine ukrainienne aussi, je parle avec eux, qu'est-ce que vous désirez? Ils disent, on désire reprendre la Crimée, après juger et pendre Poutine, et puis scinder la Russie en plusieurs, etc. Ça, c'est ce que disent les Ukrainiens. Je vous signale avec mon expérience du Kremlin que je suis absolument certain que les Russes, ils ont le moyen de réagir. Et entre être pendus et réagir avec les armes tactiques où ils ont la supériorité sur le théâtre européen, je parle de l'arme tactique nucléaire, à mon sens, ils vont choisir l'arme tactique nucléaire. Entre perdre et utiliser l'arme nucléaire, ils préféreront choisir l'arme nucléaire. Quand les Ukrainiens ils disent notre but, c'est de juger Poutine et pendre Poutine, comme Saddam Hussein, exactement comme ça. Et ça, c'est un scénario qui a le droit de l'exister, compte tenu du traumatisme ukrainien. Deuxième scénario, c'est ce scénario qui se passe au centre maintenant, parce que vous savez, quand ils ont compris que l'affaire de Blitzkrieg à Kiev ne marche pas, ils ont concentré leurs efforts sur Donbass. Sur le Donbass. Donbass, il y a cette ville, Bakhmut, qui est, à mon sens, une ville assez importante, parce que c'est le verrou
la ligne, je dis ligne Maginot, mais plutôt ligne Zelensky qu'ils ont construite de la défense de Donbass. Et si ça saute, ça peut donner les choses assez graves sur lesquelles on peut penser qu'ils vont dans la foulée aller vers Odessa ou quelque chose comme ça. Cette fois-ci, les Américains disent d'une manière publique aussi. Ils disent que c'est une évolution qui est absolument inacceptable. Et dans ce cas-là, finalement, ça nous amène à la même chose, à l'apocalypse. Parce que dans ce cas-là, l'Occident pourrait entrer concrètement dans le conflit. Tout à fait. Moi, je ne suis pas seul à parler de ça, vous savez. Beaucoup de journalistes le parlent, mais en Occident. Aux États-Unis, le conseiller d'Obama récemment, dans une tribune très importante, il a posé cette question, est-ce que Donbass ou la Crimée vaut bien la guerre mondiale? Ça, c'est le deuxième scénario. Et troisième scénario, je l'appelle ça le scénario à mi-chemin entre la solution à la coréenne, vous savez, comme la crise coréenne, quand on stabilise sans aucune espèce d'accord. Entre la Nord-Corée et la Sud-Corée. La Nord-Corée et la Sud-Corée, et que ça donne, dans ce contexte, une sorte de guerre d'enlisement, chaque parti pensant que l'autre parti ne peut pas supporter le poids de cette guerre d'enlisement. Mais là-dedans, il y a beaucoup d'inconnus, parce qu'il y a l'inconnu des élections américaines l'année prochaine, il y a l'inconnu de l'évolution de l'opinion publique en Europe, il y a l'inconnu de complots contre Poutine à l'intérieur, il y a les évolutions de ce genre-là, mais surtout, le mot approximation de l'analyse, ça peut donner les choses absolument inattendues. Parce que vous vous souvenez, quand il y avait ce missile qui est tombé du côté polonais, c'était pas prévu. Ça peut avoir l'accident. Il y a 15 réacteurs nucléaires en Ukraine qui ne sont pas du tout protégés. L'Organisation internationale de l'énergie nucléaire nous parle tout le temps du danger de l'accident nucléaire, beaucoup plus grave que Tchernobyl. Tout ça, c'est les choses imprévues, et ça donne ces scénarios qui nous amènent dans la réalité à ma conclusion qu'on vit aujourd'hui un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. L'issue de ça, finalement, est concentrée sur le personnage de Poutine. Pour parler carrément, est-ce que le complot de Poutine peut réussir? Est-ce qu'il peut être tué dans les jours qui viennent, etc. Tout d'abord, sur le plan technique, c'est très difficile de réaliser ça, compte tenu qu'il y a la protection. Je dis souvent que sa garde nationale, c'est les forces les plus fortes de l'histoire de la Russie. C'est plusieurs fois plus fort que sous Staline. Et dans son entourage, c'est vrai qu'il y a des clans tout à fait différents. Il y a les clans qui sont plus, disons, véhéments. D'ailleurs, c'est interchangeable. Parmi les véhéments, il y a ce personnage plutôt pittoresque qui est l'ancien président russe Medvedev, qui parle d'une manière fracassante souvent. Mais au-delà de ça, il y a dans l'administration un personnage que voudrait bien que vous reteniez son nom, c'est ancien Premier ministre adjoint de l'administration de Poutine, qui s'appelle Kirian, qui peut jouer un rôle dans le clan plus, je n'ose pas dire modéré, mais en tout cas des plans plus nuancés, utilisons. Il y a le personnage qui mène des négociations un peu secrètes avec les Américains, avec l'aval de Poutine, qui s'appelle Naryshkin, qui dirige les services secrets extérieurs et qui a rencontré récemment, il va continuer à rencontrer son homologue américain de la CIA pour éviter le dérapage nucléaire. Mais vous savez, ça ne donne pour l'instant rien, parce que tout d'abord, à éviter les dérapages nucléaires, il faut mener des négociations comme autrefois pendant la crise de Cuba. Il n'y a aucune prémisse de négociation, chacun se renferme dans sa propre logique. Et ça nous ramène à cette situation dont on a parlé précédemment, la situation de la guerre d'enlisement qui peut durer à l'infini avec les inconnus de l'évolution fracassante au Kremlin. Et ça nous ramène à la question qu'on a posée tout le temps. Je vous dis, notre danger aujourd'hui, je suis absolument persuadé pour ma part qu'on vit aujourd'hui le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe. Que les dérapages vers la guerre mondiale restent tout à fait plausibles. Et dans ce contexte, il y a deux recettes. Tout d'abord,
la lucidité absolue et en même temps de garder un certain espoir. Gardons espoir, ne cédons pas à la paranoïa, sans perdre de vue bien sûr notre lucidité sur ce conflit et sur cette situation internationale aussi complexe que tendue. Terminons avec la phrase de Gramsci qui disait « Gardons le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Ainsi s'achève cette série sur les complots du Kremlin. Merci, Vladimir Fedorovski.